Madame, monsieur, bonsoir. Toujours pas de nouvelles des ravisseurs de monsieur Maury Laribière, l'un des vice-présidents du patronat français, enlevé hier matin. Le seul événement vraiment nouveau de la journée aura été le coup de téléphone à l'agence France-Presse d'un inconnu se réclamant du groupe Action Directe qui a démenti toute participation de son organisation à cet enlèvement. Et puis en fin d'après-midi, l'interview également que l'un des fils de monsieur Maury Laribière a accordé à notre envoyé spécial Laurent Massardier. C'est la première fois que l'un des membres de la famille parle depuis le début de cette affaire il y a 48 heures. On attend les ravisseurs, on attend qu'ils se manifestent. Pour l'instant, nous, on attend, on peut rien faire d'autre. Hein. Pour résumer, nous sommes prêts à tout faire pour sauver mon père et nous, on fera tout ce qu'on pourra pour ça. Hein. Jusqu'à payer la rançon malgré les demandes des policiers. On verra en temps utile. Selon les exigences des ravisseurs, on verra en temps utile et la famille se réunira et nous déciderons tous ensemble. Est-ce que la police vous tient au courant malgré tout de ces investigations? Non, absolument pas. Absolument. Nous sommes là, on attend des coups de téléphone. On a des coups de téléphone, des messages de sympathie qui nous arrivent de partout. Mais on attend toujours le coup de téléphone des ravisseurs. Bien qu'il soit l'un des 8 vice-présidents du CNPF, chargé des relations, tout spécialement avec les unions patronales, M. Maury Laribière était jusqu'à présent inconnu du grand public. On peut le définir comme un notable de province, mais aussi comme un patron moderne à la tête d'une entreprise dynamique. D'ailleurs, voici la manière dont il se présentait lui-même récemment à l'occasion d'une tribune libre sur FR3, la 3e chaîne de télévision. Je suis chef d'une entreprise moyenne, d'une entreprise à taille humaine, située à la campagne, et je fabrique, comme vous l'avez dit, des vraies tuiles en terre cuite et de l'argile expansée. Je partage mon temps entre la conduite de mon entreprise et le travail que je dois accomplir pour le compte des différentes entreprises dans mon union patronale et au CNPF. Cette montée dans les instances régionales puis nationales du patronat, M. Maury Laribière la doit à son dynamisme. L'entreprise qu'il dirige, une PME de 383 salariés, est devenue en effet en 5 ans la 4e briqueterie de France. C'est aussi dans ce secteur l'usine la plus moderne d'Europe. On y fabrique chaque jour 200 000 tuiles dans 3 fours très perfectionnés. Cette entreprise, remarquée l'automne dernier pour ses efforts en économie d'énergie, est également en pointe dans le domaine social. M. Maury Laribière a en effet développé un réel système de participation aux bénéfices, puisque l'an dernier, cette participation équivalait à 3 mois de salaire pour un ouvrier qualifié. Bref, une entreprise qui gagne de l'argent et qui, pour cette raison, pouvait attirer l'attention sur son patron. Alors l'hypothèse la plus vraisemblable ce soir est celle de l'enlèvement crapuleux effectué par des malfaiteurs qui ont, je vous le rappelle, laissé dans la voiture abandonnée de M. Maury Laribière un message réclamant 3 millions de francs de rançon. Il pourrait également s'agir de personnes qui touchent d'assez près le vice-président du CNPF puisque M. Maury Laribière devait rester à Paris ce week-end et c'est au dernier moment, vendredi soir, qu'il a décidé de rentrer chez lui à Confolens dans les Charentes. Toutefois, il ne s'agit là que d'hypothèses, puisqu'on est toujours sans nouvelles des ravisseurs et de leurs victimes. Le résumé des événements depuis hier matin avec l'un de nos envoyés spéciaux, Pierre Fauque. C'est sur cette petite route départementale peu fréquentée et propice à une agression qu'a eu lieu hier matin l'enlèvement de Michel Maury Laribière. Son fils Jean-Luc, inquiet de ne pas voir son père arriver à l'usine pour un rendez-vous important, devait refaire le trajet en sens inverse et découvrir dans la matinée la CX de son père dans une allée. Sur la banquette, une lettre annonce qu'il s'agit d'un enlèvement et demande de ne pas donner l'alerte. Malgré le silence de la famille, la nouvelle éclatera en fin de journée. Dans la petite ville de Confolens, c'est la surprise et la consternation. Je vois pas pourquoi qu'on s'attaque ces gens-là qui s'attaquent aussi bien à des patrons, aussi bien qu'à des enfants. Eh bien, moi je trouve que c'est inadmissible. Surtout quand les gens sont bien. Parce que ça, vous pouvez vous renseigner sur n'importe qui, on vous dira que c'est un homme qui était bien. Et les ouvriers eux-mêmes. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Il y a un jeune qui est rentré, et il nous a dit en riant, on a volé le patron. Mais on l'a pas cru, tout le monde s'est mis à rire, t'es pas fou. Si, il dit, j'ai entendu qu'on a volé monsieur Maury. Puis ça a continué à aller, chacun disait, on va donner 100 000 francs, l'autre va donner 50 000 francs, on va payer la rançon, mais sans croire, parce que celui qui l'a dit, c'est un plaisantin en plus. Hein. Et puis 10 minutes ou un quart d'heure après, il y en a d'autres qui sont arrivés et qui ont dit, c'est vrai, il y a un grand monsieur Francis qui a dit, c'est vrai, on a kidnappé monsieur Maury Laribière. Et alors là, ça a été la consternation parce que on ne pensait pas qu'il pouvait arriver quelque chose comme ça à Roumazières. C'est quand même un village tranquille, il n'y a pas de... Voilà, c'est tout.
Aujourd'hui, l'on ne sait toujours pas quels sont les auteurs de l'enlèvement. La première revendication faite à l'agence France-Presse par un correspondant se réclamant du groupe Action Directe et demandant 30 millions de rançon a été démentie par téléphone cet après-midi, avec une précision qui, selon la police, permet de croire à l'authenticité de ce démenti. Sur place, les policiers du SRPJ de Bordeaux et de l'Office central de répression du banditisme de Paris restent très discrets. Toutefois, ils sembleraient pencher pour l'hypothèse d'un acte crapuleux. Rappelons que jusqu'à maintenant, et dans tous les cas d'enlèvement ces dernières années, l'attitude de la police est celle de la fermeté. Ne pas payer les rançons. C'était le 35e anniversaire de la libération des camps nazis aujourd'hui. Et à cette occasion, le président de la République, accompagné du Premier ministre, M. Raymond Barre, a participé aux cérémonies du souvenir organisées au camp de concentration du Struthof, en Alsace. Bernard Pradine. La gerbe de fleurs offerte par le président de la République a été déposée par 2 anciens du Struthof, le seul camp de concentration nazi sur le territoire français entre 1941 et 1944. M. Giscard d'Estaing était accompagné ce matin du Premier ministre et du ministre des Anciens Combattants. Le souvenir des morts, 15 000 sur les 40 000 prisonniers de ce camp, a été évoqué par 3 aumôniers militaires des cultes israélites, catholiques et protestants. 15 000 hommes humiliés, puis torturés, affamés et gazés. 15 000 parmi ces millions de victimes dont la misère doit rester un témoignage, celui de la nécessité de la fraternité. Aujourd'hui, à 800 mètres d'altitude, sur la colline vosgienne balayée par un vent glacial, 3000 personnes, anciens combattants, anciens déportés venus avec leurs familles, se sont recueillis pour que personne n'oublie le passé, mais aussi pour que chacun ait bien conscience que les camps, la violence, l'oppression et la torture existent encore sur tous les continents et sous les drapeaux de toutes les couleurs, dans beaucoup trop de ces pays qu'on dit pourtant civilisés et amis. Ce matin, la cérémonie du Struthof a été simple, visite du mémorial, du musée, pas de discours du chef de l'État, qui a cependant pris le temps de s'entretenir avec plusieurs anciens détenus et de serrer de nombreuses mains parmi les milliers de personnes présentes avant de regagner Paris. Effectivement, la violence et la haine toujours aussi présentes dans notre monde d'aujourd'hui. Au Salvador, par exemple, où manifestations et répression se succèdent, jeudi dernier, l'armée est entrée, par exemple, dans l'université de la capitale. Et vous allez voir sur ces images terribles de quelle façon l'on meurt tous les jours dans ce pays. Philippe Châtenay. San Salvador, jeudi 26 juin. L'armée prend d'assaut l'université nationale qui, depuis des mois, est un sanctuaire des mouvements révolutionnaires. Après une brève mais violente fusillade, les 400 soldats se rendent maîtres du campus. Alors commencent les arrestations et les exécutions sommaires. Regardez, les soldats ordonnent à cet étudiant sans armes, déjà blessé, de s'allonger. Puis, froidement, posément, on l'assassine. C'est à travers ce continent latino-américain tourmenté que le pape Jean-Paul II entreprend un voyage de 11 jours à partir de demain. Il se rend au Brésil, 90% de catholiques, qu'il va traverser de part en part en commençant par Brasilia, la capitale, Rio, Sao Paulo et puis le nord-est du pays. La région la plus pauvre, la plus défavorisée. Cette région où pour la première fois, l'Église catholique brésilienne s'est révoltée contre l'ordre officiel qu'elle avait toujours incarné. Son héros, l'évêque de Recife, Dom Helder Camara, celui que l'on appelle l'évêque rouge. En tout, le pape parcourra 30 000 kilomètres dans ce pays, riche de ses richesses naturelles, mais peuplé de millions de pauvres. Le chancelier ouest-allemand Helmut Schmidt arrivera demain pour une série d'entretiens avec M. Leonid Brejnev à Moscou. Ce voyage intervient après la rencontre de Varsovie entre M. Giscard d'Estaing et le même M. Brejnev, après le sommet de Venise des grands pays industrialisés du monde occidental. Les deux chefs d'État
parleront bien sûr de l'Afghanistan et de la sécurité en Europe. Ces entretiens sont d'autre part une preuve supplémentaire du rôle particulier qu'entend jouer l'Europe et principalement messieurs Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt. De Bonn, notre correspondant Michel Meyer. Helmut Schmidt aidant Léonid Brejnev à se ressaisir, cette image qui date de 2 ans à peine a valeur de symbole pour tous ceux qui ici et aux États-Unis notamment pensent que la visite du chancelier à Moscou sera une occasion de plus pour permettre aux soviétiques de sortir de leur quarantaine d'envahisseurs de Kaboul. En réalité, Helmut Schmidt entend dire leurs faits aux soviétiques sans pour autant compromettre ses relations avec Moscou et une détente bien malade. Un exercice délicat car la situation géopolitique de la partie occidentale de l'ex-Grande Allemagne exclut par exemple toute forme de retrouvailles et de meilleures relations avec les 18 millions d'Allemands de l'Est sans l'aval de Moscou. Tout regain de guerre froide signifierait donc la fin de ces contacts entre familles Est et Ouest allemands. À chaque occasion, Helmut Schmidt insiste donc sur la nécessité morale et historique de rapports normaux entre l'URSS et son pays. Nécessité morale car il ne peut ignorer non plus les 18 millions de morts russes de la dernière guerre. Plus concrètement, le commerce appuie la morale sous la forme d'accords économiques sur 25 ans signés à Bonn entre Russes et Allemands il y a seulement 3 semaines. De fait, et sur la base du troc tuyaux contre énergie et matières premières contre machines, un demi-million d'emplois dépendent déjà du commerce avec l'Est et l'an dernier, les échanges URSS-RFA ont dépassé les 33 milliards de francs, ce qui est tout à fait considérable. D'une manière plus générale, Bonn entend poursuivre en Europe une politique qui diminuera les tensions au lieu de les accroître, à travers par exemple une accumulation de nouvelles fusées moyenne portée. Ce qu'espère surtout Helmut Schmidt, c'est un geste des soviétiques afin que l'Europe occidentale, mais surtout l'Europe centrale, ne se transforme pas plus encore en une sorte de poudrière nucléaire. Son vœu est que les soviétiques renoncent par exemple, dès maintenant et sans condition, à l'installation de SS-20 soviétiques fusées moyenne portée, jusqu'à des négociations globales qui permettraient éventuellement à ce qu'il n'y ait pas de riposte occidentale sous la forme de fusées moyenne portée américaines, les Pershing, qui seraient en priorité installées bien entendu en Allemagne de l'Ouest. Il reste que Helmut Schmidt sera très prudent dans ses contacts soviétiques car il ne veut pas réveiller une nouvelle fois des méfiances américaines qui restent latentes. On peut donc parler pour le chancelier de Bonn d'une sorte de voyage qui tout double. L'état de santé du Shah d'Iran s'est nettement amélioré aujourd'hui. C'est ce qu'a déclaré du moins le président Sadat à sa sortie de l'hôpital du Caire où l'ex-souverain iranien est en traitement actuellement. Hier soir, on annonçait que l'ex-Shah d'Iran était dans un état très critique. Les troupes sud-africaines occupent une vaste portion de notre territoire, annoncent aujourd'hui les autorités angolaises qui ajoutent que l'armée sud-africaine est appuyée par d'importants moyens de défense aérienne. Un groupe de terroristes d'extrême droite vient d'annoncer qu'un de ses membres était à bord de l'avion italien qui s'est écrasé en mer avant-hier soir, faisant 81 victimes. Le correspondant anonyme qui a téléphoné à un journal n'a pas précisé si ce militant était responsable ou non de la catastrophe, mais il a tout de même déclaré que ce terroriste se rendait en Sicile pour y accomplir une mission. Parallèlement, les enquêteurs estiment que l'accident a probablement été causé par une explosion en vol. La France ne se rend pas compte des grands problèmes d'Israël, a expliqué le général Weissman, ancien ministre israélien de la Défense, qui vient de démissionner du gouvernement de M. Begin et qui était ce soir l'invité du club de la presse de notre confrère Europe numéro 1. Général Weissman est prêt à discuter avec les Palestiniens de l'OLP, mais il précise, et je le cite, « Si le monde pense qu'à partir du moment où Israël a accepté de se retirer du Sinaï pour avoir la paix avec l'Égypte, il ferait la même chose en ce qui concerne la Cisjordanie, ce serait une erreur. » Car il ne s'agit pas là d'un État souverain. Fin de citation. Malgré les grands problèmes du moment en Israël, actuellement, la presse parle beaucoup d'un problème qui peut être considéré comme un fait de société assez révolutionnaire dans ce pays. En effet, jusqu'à présent, on savait qu'Israël était composé de 2 communautés juives, celle des Ashkénazes venus d'Europe centrale et des Séfarades émigrés d'Afrique du Nord. Eh bien, à ces 2 communautés s'en ajoute peut-être une troisième. Environ 2000 juifs noirs ont débarqué d'Amérique du Nord et ils prétendent être les vrais Hébreux, descendants directs d'Abraham. Un reportage de Philippe Châtenay.
Les premiers Noirs américains sont arrivés à Dimona en décembre 1969. Dimona, c'est une petite ville au sud d'Israël, dans le désert du Negev. Les Noirs sont une communauté qui s'appelle la vraie nation hébreu israélite à Jérusalem. En fait, ils pensent qu'ils sont le véritable peuple d'Israël, revenu sur sa terre. Aujourd'hui, il y en a plus de 2000 en Israël, surtout ici à Dimona. Ils gagnent leur vie en louant leurs services, dans l'agriculture ou dans la construction. Ils ont aussi un artisanat florissant, chaussures, sacs, valises, mais toujours en cuir artificiel, car leurs croyances leur interdisent d'utiliser la peau ou de manger la viande d'un animal. Leur religion est discrète, nous n'avons eu le droit ni d'assister au culte, ni même d'entrer dans leur foyer où se préparait le repas du sabbat. Ils vivent dans les logements municipaux à Dimona et ont en général de bons rapports avec leurs concitoyens israéliens. Il est vrai qu'on est venu à Dimona de partout, on y est tolérant. Autant il y a 2000 ans, qu'ils disaient qu'eux, ils étaient les esclaves du roi Salomon. Parce qu'ils étaient noirs. Alors ils prouvent qu'eux, ils sont plus juifs que nous. C'est à eux qu'à se décider si on est juif ou on n'est pas juif. Mais ça vous dérange pas, ça? Ça nous dérange pas. Nous, pour nous, on n'est pas racial. C'est tout. Noir ou blanc, c'est la même chose pour nous. La preuve que moi, je suis le patron du Neptune. Nous sommes le patron du Neptune, de la salle de Dimona, une discothèque. De temps en temps, on leur donne la salle gratuitement pour qu'ils s'amusent et tout. Chaque veille de sabbat, on joue au baseball. Le commandement divin d'aimer son prochain est au centre de leur vie et le jeu, comme la prière ou le travail, est une façon de souder encore plus la communauté, d'en faire une véritable famille. Le match de baseball hebdomadaire est symptomatique. Les Noirs de Dimona gardent autant de leurs habitudes américaines que possible. C'est un moyen de préserver leur identité, mais ils ont définitivement tourné le dos à l'Amérique. Notre communauté a été fondée pendant les années 1960 en Amérique du Nord. D'autres ont pris les armes, ont choisi la violence. Nous sommes venus ici accomplir les prophéties de la Bible, que le peuple d'Israël revienne sur sa terre, que nous, les véritables descendants d'Abraham, nous revenions ici. Nous sommes revenus en Terre Sainte donner un exemple de respect de Dieu. Le monde est plein de chaos. Nous témoignons par notre lutte pour établir un nouvel ordre mondial. Nous servons Dieu par l'amour de notre prochain, par le respect de tous. Nous proposons un exemple au monde, surtout ici, dans la Terre Sainte déchirée par la guerre, la haine, le péché. Pour l'instant, aux yeux du gouvernement israélien, ce sont des touristes résidents. La communauté noire s'en satisfait et ignore superbement la politique avec un grand P, dans un pays où pourtant la guerre n'est jamais loin. Ils se disent heureux à Dimona en attendant de fonder leur propre kibbutz. Tout ce qui compte pour eux, c'est qu'ils vivent en Terre Sainte pour toujours. À la fin de la partie, tous chantent un hymne en hébreu pour remercier Dieu d'avoir permis le retour de son peuple ici. Comme le disent en souriant les Israéliens, décidément, le peuple de Dieu est bien vaste. Manifestation antinucléaire de La Hague, environ 6000 personnes selon la police, 8 à 10 000 selon les organisateurs se sont regroupés cet après-midi pour manifester à l'occasion du rassemblement antinucléaire international. Le préfet des Côtes-du-Nord porte plainte contre les auteurs des dégâts et des agressions lors des manifestations de producteurs de pommes de terre vendredi et hier soir. Rappelons que ces agriculteurs, mécontents de la baisse des cours, ont manifesté en arrachant les grilles de la préfecture de Saint-Brieuc et en incendiant également plusieurs véhicules des forces de l'ordre. Trafic très réduit ou complètement nul demain sur la moitié des lignes de métro à Paris. C'est ce qu'annonce la direction de la RATP à la veille de la grève de 24 heures des cadres et agents de maîtrise. Le trafic du RER risque aussi d'être perturbé. Invité de notre journal ce soir, M. Jacques Barrot, ministre de la Santé. Ce week-end est celui des premiers grands départs en vacances avec son cortège inévitable d'accidents. Déjà 45 morts et 343 blessés, c'est un bilan provisoire. Un nombre d'accidents qui remonte depuis quelques mois et qui vous inquiète, Monsieur le ministre, car ce sont principalement des jeunes et que par ailleurs ces accidents coûtent très cher à la collectivité, donc à la sécurité sociale. Oui, avant de parler argent, pensons d'abord que, comme vous l'avez dit, la moyenne d'âge des accidentés, c'est 36 ans.
Ce sont des années et des années de vie qui sont perdues. Et j'ajoute que si nous continuons sur la lancée, eh bien nous aurons un bilan encore de l'été qui sera un mauvais bilan. 3 mois d'été, ça peut nous donner, si chacun ne fait pas un petit effort, 4000 morts, 100 000 blessés. Alors qu'il y a 2 ans, nous avons fait un effort très sérieux. Il y a eu 600 morts de moins au cours du bilan d'il y a 2 ans. Alors pourquoi ne recommencerions-nous pas? Que peut faire le ministre de la Santé à part déplorer et pousser un cri d'alarme? Mais je crois d'abord rappeler que la vraie liberté, c'est pas la liberté de conduire n'importe comment et à toute allure, c'est au contraire la liberté de prendre un peu son temps. Pour soi-même, parce que quelle est la liberté de ceux auxquels il manque les membres, qui ne peuvent plus ensuite se déplacer? Et puis la liberté des autres. Je crois que le temps des vacances est parfois le temps de repas familiaux, de repas de détente. Eh bien, ce n'est pas la peine de se lancer sur la route quand on n'est pas en forme pour conduire. Et surtout, je dis encore, la liberté de prendre son temps. J'insiste sur le danger de l'alcoolisme. Je crois que demain, il y aura un débat. C'est une question qui nous préoccupe beaucoup, puisque demain, Antenne 2 consacre une émission spéciale à cette affaire, et que l'une des raisons principales des accidents, c'est l'alcoolisme. 4 sur 10. 4 morts sur 10, c'est l'alcool, au moins, au moins. Alors je crois que c'est des chiffres qui doivent être médités. C'est pas pour assombrir les vacances des Français, c'est pour leur dire, prenez-les ces vacances, mais prenez-les sur un rythme plus sage, et puis pensez aux autres. Monsieur le ministre, il y a une question que va vous poser Jacques Mérinos sur un problème qui nous préoccupe aussi, c'est le rapport de la Cour des comptes qui vient de s'en prendre au secteur hospitalier assez vivement. Oui, effectivement, quand on lit ce rapport, monsieur le ministre, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que les accidents et l'alcoolisme qui gonflent les dépenses hospitalières. Il y a aussi un certain gaspillage dans les hôpitaux. Par exemple, à Montluçon, on supprime 40 lits et en même temps on engage 4 nouveaux médecins. À Versailles, le nombre de médecins a presque doublé en 4 ans, bien que le nombre de lits n'ait pas doublé. Alors, est-ce que l'hôpital n'est pas un petit peu la poule aux œufs d'or pour certains médecins? Et est-ce que vous suivrez le conseil de la Cour des comptes de supprimer le secteur privé dans l'hôpital? Je crois qu'il ne faut pas pécher par excès ni dans un sens ni dans l'autre. C'est vrai qu'il y a ici ou là des situations, je dirais, d'excès, des mauvaises habitudes. Et la Cour des comptes bien rappelle que ça existe. Et je vous dirais que depuis 1 an, puisque ça va bientôt faire 1 an que j'ai ces responsabilités, nous nous efforçons au ministère de la Santé, justement, de mettre fin à un certain nombre d'habitudes. Ce problème existe réellement? Il existe, ne le généralisons pas. L'hôpital a aussi une mission de service public qui doit permettre d'accueillir tout le monde et de bien soigner. Mais c'est vrai qu'il faut faire un bon usage de tous les moyens de l'hôpital. Et il ne faut pas que l'hôpital non plus veuille tout faire. Il y a de la place aussi pour une médecine libérale, pour une médecine en ville. Je dis simplement que à l'intérieur de l'hôpital, il faut que chacun prenne bien la mesure de ses responsabilités. Et c'est déjà commencé. La sécurité sociale va mieux, puisque cette année, elle va retrouver son équilibre financier, mais elle n'est pas guérie, parce qu'on craint pour l'année prochaine un retour au déficit. Alors, est-ce que vous pouvez tenir votre engagement de supprimer en février prochain la cotisation supplémentaire des 1%? Et si vous la supprimez, est-ce que vous ne serez pas tenté de la rétablir après les élections présidentielles? D'abord, je voudrais rappeler que grâce aux efforts des Français, nous avons pu régler les déficits antérieurs. On a dit que la sécurité sociale fait des bénéfices, c'est pas vrai. Simplement, elle va mieux, et grâce aux efforts de tous, grâce aux cotisations exceptionnelles et grâce à l'effort de réduction des dépenses, nous avons réussi à combler les déficits antérieurs. Mais c'est vrai qu'il faut encore vraiment faire des efforts pour que cet équilibre devienne durable. Et tout dépendra des efforts que nous ferons tous ensemble. Alors cette cotisation, on n'est pas tout à fait sûr, donc elle va être supprimée. On ne peut pas encore aujourd'hui, mais ce que l'on peut dire, c'est que tout est mis en œuvre pour s'en passer. Parce que, c'est vrai, les assurés sociaux ne veulent pas indéfiniment verser des cotisations supplémentaires. Parce qu'il faut bien gérer, et nos hôpitaux, nous l'avons dit, et puis bien gérer ce système de soins. Car notre problème, c'est de toujours bien soigner, je le répète, toujours bien soigner, mais en étant très attentif à tous les doubles emplois, à tous les gaspillages, à tous les abus. C'est une affaire de tous les jours. Mais on a combien de chances tout de même, monsieur le ministre, que ce soit supprimé? C'est une réponse qui intéresse directement nos téléspectateurs. Je constate que l'effort a été très important, puisque désormais la dépense, au lieu de progresser d'une année sur l'autre de 19%, progresse de 14 à 15%, 5 points en moins, et chaque point représente plus d'1 milliard. Donc, si vous voulez, si l'effort continue, eh bien, on pourra peut-être y arriver. Mais il faut que tous
nous fassions un effort, assurés sociaux et aussi professions de santé. Je retiendrai que c'est un conditionnel proche de l'affirmatif. Bien, dernière question, Monsieur le Ministre. Le syndicat majoritaire des médecins entreprend une action pour mettre en échec la nouvelle convention que vous avez signée récemment. Il s'est allié avec la CGT, la CFDT et la FEN. Que comptez-vous faire? Vous n'avez pas encore répondu à cette initiative des médecins. Bien, je ne suis pas sûr que les médecins aient intérêt, je le dis très simplement, à faire alliance avec des gens dont ils ne partagent pas du tout la manière de voir et d'organiser. C'est un état de fait maintenant. Je sais bien. Ce sont peut-être au niveau des états-majors des alliances d'un jour, mais je crois que les médecins français, chacun garde sa responsabilité et sa liberté d'appréciation, et je ne suis pas sûr que ces alliances soient ratifiées par les médecins français qui savent que les forces auprès desquelles certains membres d'état-major ont été chercher de l'appui, ne sont pas du tout favorables mais si ça se à l'avenir, passait réellement à la dans les liberté. faits, Monsieur Barrot, alors Mais qu'est-ce oui, que mais vous pourriez envisager comme... avec des si, nous pourrions aller très loin. Ce que je crois, c'est que le bon sens l'emportera, qu'il y a maintenant une convention qui existe, que nous avons d'ailleurs donné au Conseil de l'Ordre des médecins un certain nombre d'apaisements qui allaient dans le sens de ces interrogations, et je crois que cette convention a le mérite à la fois de tenir compte des contraintes raisonnables qu'il ne faut pas ignorer, et en même temps de respecter la liberté du médecin. Est-ce que vous voudriez rencontrer une nouvelle fois les médecins? Est-ce que vous pensez que ça pourrait servir à quelque chose? Je les rencontre très souvent, mais je ne rencontre pas uniquement, si je puis dire, les états-majors parisiens. Je m'efforce aussi d'être très ouvert au dialogue avec tous les médecins de France, dans tous les départements, et tous ceux qui veulent me rencontrer. Bien, la porte est ouverte et le dialogue continue, et je suis confiant parce que j'ai l'intime conviction que les médecins français ont trop le sens de leur responsabilité pour adopter une stratégie qui serait une stratégie de désespoir et qui ne mènerait à rien. Merci, Monsieur Barrot. Sport, record du monde égalé au championnat de France d'athlétisme de Villeneuve-d'Ascq. Vous allez les voir quelques images de cette épreuve. Thierry Vigneron, champion du monde de saut à la perche, a égalé son propre record, 5,75 m. Vous le voyez ici en train de réaliser sa performance. Une bonne performance également pour ce second, Jean-Michel Bello, 5,70 m, lui a réalisé la 3e meilleure performance mondiale de tous les temps. Les deux hommes ont malheureusement échoué à 5,80 m, mais c'est déjà pas mal comme ça avec 5,75 m. Grand Prix de France de Formule 1 au Castellet cet après-midi, on attendait les Français, ce fut un Australien, Alan Jones sur Williams devant Pironi et Jacques Laffite. Henri Bodil. Bien qu'obligé de prendre le départ sur la voiture de réserve, Jacques Laffite prend tout de suite la tête devant Arnoux, Pironi, Jones, Piquet et Reutemann. Pour Jean-Pierre Jabouille, la course est déjà finie, boîte de vitesse cassée sur la ligne de départ, et on peut quand même se demander combien va durer encore la malchance du leader de l'équipe Renault. Tout de suite, Laffite creuse l'écart qu'il va porter à 2 secondes. Et cette différence confirme évidemment les bonnes performances réalisées par les Ligiers depuis le début de la saison. Derrière Laffite, cependant, on se bat durement pour la 2e place et dans la chicane de la Verrerie, là où on arrive à 250 environ pour ralentir en 2e, Pironi, Jones et Arnoux, dans l'ordre, vont se présenter à 3 de front. Comme on dit, il faut le faire, et à ce jeu dangereux, c'est Pironi qui va s'imposer. Laffite est toujours en tête devant Pironi, Jones, Piquet, Arnoux et Reutemann. Déjà, Jabouille, De Angelis, Andretti, Prost et Depailler, entre autres, ont abandonné. Laffite est toujours en tête, mais pour lui, tout ne va pas pour le mieux. Et Jones se rapproche régulièrement, et voilà, au 34e tour, Jones est passé en tête. Et ce n'est pas fini pour Jacques Laffite qui doit encore laisser passer ici même son équipier Didier Pironi. C'est donc Alan Jones sur Williams qui va l'emporter devant Didier Pironi, 3e Laffite, viennent ensuite Piquet, Arnoux, Reutemann, et du même coup c'est Alan Jones qui prend la tête au championnat du monde devant Nelson Piquet. Tour de France à bicyclette, celui-là, c'est le Hollandais Luberding qui a remporté l'étape d'aujourd'hui après une échappée de 23 km en compagnie de Claes, Scheepers et Vandenbroek. Un nouveau maillot jaune ce soir également, le Belge Pevenage qui prend la place du Français Bertin. Une autre arrivée, celle-ci c'est celle du tiercé cet après-midi à Longchamp. Pour gagner, il fallait jouer le 8, le 13 et le 4 dans l'ordre.
2513 francs, c'est le rapport pour 5 francs. Et dans un ordre différent, vous allez le voir sur votre écran, 301 francs 50, toujours pour 5 francs. Demain soir, donc, je vous en parlais tout à l'heure avec Monsieur Barrault, un question de temps exceptionnel sur Antenne 2. Son titre, audition publique, les Français et leur drogue légale, l'alcool, présenté par Jean-Pierre Elkabbach et Martine-Alain Regnault avec le professeur Jean Bernard, qui remet demain justement au président de la République un rapport sur les moyens de lutter contre l'alcoolisme dans les 10 ans à venir. Nous vous présenterons des interviews de personnalités de secteurs spécialement concernés par ce problème, comme les viticulteurs, des syndicalistes, des hôteliers, des magistrats, et puis aussi des témoignages de téléspectateurs qui, dans leur diversité, reflètent les opinions très complexes et parfois contradictoires des Français sur ce problème de l'alcool. En France, 5 millions environ de personnes vivent de la production, de la vente d'alcool, et à peu près le même chiffre en souffre. Demain soir, question de temps à 20h35. La météo, pour terminer, demain de la Bretagne et du Cotentin aux Charentes et l'Aquitaine, le temps sera très nuageux avec de petites pluies intermittentes. Sur les autres régions, le temps sera variable avec des éclaircies et des passages nuageux et des températures en légère hausse. C'est à peu près la seule bonne nouvelle, sauf sur le sud-est où malgré les éclaircies, les températures se rafraîchiront. Toutefois, du Pas-de-Calais aux Vosges, au Jura et au nord des Alpes, le temps sera instable avec des averses. Ce soir, dernier rendez-vous d'information avec Gérard Rolls, mais je vous propose de nous quitter en compagnie de Michel Berger, devenu chanteur après avoir été un compositeur célèbre pour France Gall, Françoise Hardy, Diane Dufresne et d'autres. Pour la première fois, Michel Berger se présente seul sur une scène de théâtre aux Champs-Élysées à partir de demain. Monique Atlan l'a rencontré. J'en profite, moi, pour vous dire bonsoir. J'attends qu'on me donne le top. Hein ? A gâché son bel avenir, la copie de Kenny. Dieu que cette fille a l'air gris, amoureuse d'un égoïste, la copie de Kenny. Elle fout toute sa vie en l'air, toute sa vie c'est pas grand chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire, à part rêver seule dans son lit? Entre ses draps roses, elle passe sa vie à l'attendre, pour un mot, pour un geste tendre, la copie du Kenny. Devant l'hôtel dans les coulisses, elle rêve de la vie d'artiste, la copie du Kenny. Elle le suivra jusqu'en enfer, et même l'enfer c'est pas grand. Moi, pour moi, la musique que j'ai envie de faire, c'est vraiment de la musique qui s'adresse à beaucoup de monde et à travers une expression qui est peut-être plus primaire que celle de, par exemple, de la musique romantique ou de la musique classique, mais qui est aussi plus violente et beaucoup plus, qui correspond beaucoup plus avec le monde dans lequel on vit. Est-ce que vous aimez jouer les Pygmalions, révéler les gens comme ça à eux-mêmes Moi, je trouve qu'il y a des gens qui, pour moi, étaient inexploités et qu'on ne connaissait pas. J'avais envie de les faire connaître. Et puis aussi, j'avais envie de faire connaître ma musique à travers des gens. Je crois que c'est naturel. Moi, je fais quelque chose d'assez spécial. J'ai mis quelques années à ce qu'on me connaisse un peu, vraiment moi. Et ça s'est fait par étapes et un petit peu à travers les gens pour qui j'ai travaillé. Pour France Gall, par exemple, comment s'est fait cette rencontre musicale? J'avais pas envie d'écrire pour elle parce que ce qu'elle avait fait avant, ça représentait pour moi, à part les chansons de Gainsbourg, des choses qui étaient très variétées, qui étaient très bien faites d'ailleurs, mais qui étaient très variétées. Et moi, la variété dans le sens le plus commercial du terme, c'est quelque chose qui ne me passionne pas. Ce qui fait que j'avais peur un peu d'écrire pour elle, mais elle est tellement fantastique en tant qu'interprète que... Moi, vous savez, je fais une musique
très spécial et un balancement dans les mots qui est assez particulier. Et il y a très peu de gens qui peuvent le chanter. Comme ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec des filles, ça a été naturel de travailler avec les gens avec qui j'ai travaillé. J'aurais pas pu travailler pour des garçons. Et pourquoi ça? D'abord parce qu'ils m'intéressent moins que les filles. J'ai toujours aimé les filles. Et puis en plus parce que ça ferait double emploi avec ce que je fais moi et que ça m'amène tout à fait autre chose que ce que je peux donner moi en tant que personnage et interprète. C'est normal. J'ai besoin d'avoir l'impression d'être un tout petit peu utile pendant 1h30 ou 2 heures. C'est-à-dire de pouvoir un petit peu amener quelque chose aux gens, même si c'est une toute petite chose. On a l'impression physique là d'être utile à quelque chose. Depuis les Beatles, il y a eu des rencontres avec la musique indienne, avec tous les genres de musique, et la rencontre avec la musique traditionnelle européenne, c'est-à-dire les concerts colonnes par exemple, c'est quelque chose de tout à fait naturel. La tradition de la musique, Mozart, Beethoven et tout ça, moi c'est des choses qui sont en moi en même temps que Jimi Hendrix et que tout ce que le rock a apporté à la musique d'aujourd'hui. Et cette espèce de mélange, moi ça m'est complètement naturel, je crois qu'il existe dans mes chansons. Alors,